un moteur V8, un boomerang, une arène circulaire et une tempête de sable. 4 films d'une même saga qui n'ont rien à voir entre eux. Bienvenue dans Rien à voir les films. En Australie, dans un futur proche, un gang de motards sillonne les routes et terrorise les populations. La police les prend en chasse mais se fait rapidement distancer. C'est alors que Max Rokatansky, incarné par un très jeune Mel Gibson, parvient à les poursuivre et à tuer Knight Rider, un membre important du gang dirigé par Toe Cutter. Keep going. Pour se venger de la mort de Knight Rider et de l'arrestation d'un des motards, Goose, le coéquipier de Max, se fait brûler vif par Toe Cutter. C'en est trop pour Max qui décide de quitter la police et partir vivre à la campagne avec sa femme, son bébé et son chien. Sproggo has talked me into buying him an ice cream, so I think I'll see you later. Sure. There's a shop just down the beach. They'll appreciate the business. Malgré ça, les motards vont retrouver sa trace et assassiner sa femme, son bébé et son chien. Max devient fou et récupère une voiture prototype extrêmement rapide pour se venger et assassiner les uns après les autres les membres de ce gang. C'est un résumé assez rapide du film, mais en même temps, il ne dure qu'1h25. En soi, il se passe énormément de choses en très peu de temps. Quand on découvre Mad Max pour la première fois, on peut être extrêmement surpris par son rythme, son montage et sa diabolique efficacité. Le film est réalisé par George Miller qui signera tous les films de la saga. L'histoire de la production de Mad Max est probablement aussi passionnante que le film en lui-même. Le point de départ de la création du film, c'est le pays où il a été réalisé, l'Australie. Un pays vaste et principalement désert, parcouru par de longues routes vides sur lesquelles les accidents de voitures étaient extrêmement fréquents. George Miller et son producteur Byron Kennedy ont donc décidé de raconter une histoire autour de ça, une histoire de flics et de voyous avec des voitures et des motos. Sauf que les voitures de police des années 70 ne leur plaisaient pas vraiment. Ils ont donc voulu créer leur propre design et c'est comme ça que leur est venue l'idée d'ancrer le récit dans le futur. Et c'est comme ça qu'ils ont révolutionné le genre du post-apocalyptique. Le genre post-apo, c'est un sous-genre de la science-fiction. C'est un monde où la société sombre dans un chaos causé par un événement tragique, une guerre nucléaire, un virus, une météorite ou un dérèglement climatique par exemple. Dans le cas de Mad Max, c'est jamais vraiment précisé. On sait juste que les institutions disparaissent petit à petit, même si une forme de justice et d'hôpitaux persiste toujours malgré tout. Ce qu'on sait par contre, c'est que le film ne se raconte pas vraiment par son scénario et ses dialogues. D'ailleurs, George Miller avait envisagé d'en faire une version entièrement muette, rythmée uniquement par les bruitages. Le film se repose presque intégralement sur ses cascades, ses courses-poursuites et son rythme. Pourtant, le film a été produit avec un budget très serré de 350 000 $ australiens, ce qui équivaudrait aujourd'hui à environ 1,2 million de dollars américains. Ça reste extrêmement peu vu les ambitions de Miller et de Kennedy. Le tournage du film a été chaotique, un peu à l'image du résultat final. Aucun mort, mais plusieurs comédiens et cascadeurs blessés, dont l'actrice principale qui a dû être remplacée. Ils ont dû faire en gros avec les moyens du bord. Les véhicules qui apparaissent dans le film étaient ceux qui servaient pour les équipes techniques. Les acteurs se déplaçaient avec leur moto et leur voiture, la caravane de maquillage, la voici, et ça c'est le van personnel de George Miller qui a été recréé pour cette cascade. Ils avaient environ 10 motos sur le tournage, donc pour rendre le gang plus impressionnant, ils ont demandé à un gang local d'apparaître et de faire quelques cascades en échange de bière. D'ailleurs, toutes les cascades du film sont réelles, garanties, sans effets spéciaux. Pour donner l'illusion que les voitures allaient à plus de 200 km/h, ils allaient à plus de 200 km/h avec la caméra au ras du sol. Un cascadeur se prend une moto sur la tête, on la garde. On installe même une roquette militaire à l'arrière d'une voiture pour qu'elle fonce dans un camion. Elle rate le camion, tant pis, on improvise parce qu'on peut pas faire de deuxième prise. On veut faire péter un genou, on fait péter le vrai genou d'un technicien. Et pour Toe Cutter qui passe sous le camion, c'est un mannequin. On est fou, mais pas à ce point. Par contre, le chauffeur du camion qui a été payé 50 balles plus une bière ne voulait pas abîmer son pare-choc en roulant sur la moto. Ils ont donc dû ajouter un panneau en métal et le peindre pour l'installer à l'avant du camion. Bon, par contre, ça a détruit tout le dessous et troué le réservoir. Oups! C'est un film extrêmement authentique, fait par des amateurs passionnés, et pour la plupart, c'était leur premier film. Un vrai film punk, complètement en dehors de son temps, dans un pays qui produisait quasi uniquement des films d'époque qui donnaient une bonne image de l'Australie. D'ailleurs, le film était tellement punk qu'il aurait pu s'appeler Métal Hurlant, en référence au magazine français, mais Jean-Pierre Dionnet a refusé. Ils ont quand même gardé les éclairs pour le logo.
Mad Max, ça a été un énorme succès dans son pays, avant de s'exporter à l'international, distribué par la Warner. Il est devenu une référence du cinéma post-apocalyptique et a inspiré énormément de créateurs par la suite. Et bien sûr, quand un film marche, il faut en faire une suite. Max vit désormais seul, accompagné de son chien, toujours au volant de son bolide, une V8 Interceptor. Les réserves mondiales de pétrole sont épuisées et le chaos règne en Australie. Alors qu'il cherche à faire le plein de son véhicule, Max découvre une raffinerie riche en carburant gérée par une communauté isolée d'une trentaine de personnes. 30 of them in there. Arrows, flamethrowers, guns. No place for man or reptile, I thought. Mais celle-ci est constamment assaillie par une bande de vagabonds menée par le seigneur Humungus et son fidèle second, Wes. Greetings from the Humungus, the Lord Humungus, the warrior of the wasteland, the Ayatollah of rock and roller. La communauté de la raffinerie souhaite s'enfuir et déplacer la citerne afin d'échapper aux pillards. C'est alors que Max leur propose son aide. 2 days ago, I saw a vehicle that'd haul that tanker. You want to get out of here? You talk to me. Il promet de leur fournir un camion capable de tirer la citerne s'il lui donne autant de carburant qu'il peut en prendre. S'ensuivra une grande course-poursuite avant que le camion ne soit renversé, dévoilant alors qu'il ne contenait que du sable. Les habitants de la forteresse s'en vont avec leurs précieuses marchandises, Max préférant rester seul. Même si Mad Max était un grand succès à l'international, ça ne fut pas forcément le cas aux États-Unis, où le marché est le plus intéressant. Il ne sortira donc pas sous le nom de Mad Max 2, mais Road Warrior. Pour rendre le visionnage du premier film non essentiel pour comprendre la suite, le film s'ouvre avec un rappel des événements qui ont fait de Mad Max ce qu'il est. Mais c'est surtout l'occasion de nous en dire plus sur l'état du monde. On comprend alors qu'une guerre a éclaté autour de la production du pétrole, rendant cette ressource extrêmement rare. Comme le premier film qui se basait sur les accidents de voiture, celui-ci s'ancre aussi dans un contexte réel. Cela fait suite à une pénurie qui a eu lieu en Australie et qui a dégénéré rapidement en l'espace de même pas 10 jours. On ne sait pas vraiment combien de temps s'est écoulé entre les deux films, mais on remarque que toute notion de justice ou d'institution qui était présente dans le premier film ont disparu. C'est la loi de la jungle, la loi du désert, la loi du plus fort. Toute notion d'économie n'existe plus. Ce qui importe dans un pays aussi vaste que l'Australie, c'est l'essence. Même si Mad Max sous-entendait que c'était une ressource précieuse, ici on a atteint un niveau critique. En plus de ça, on peut deviner 2 autres ressources qui seront au cœur des prochains films. Tout d'abord l'eau, même si les habitants de la raffinerie semblent avoir trouvé une solution temporaire, et ensuite les munitions. Les personnages se battent avec des lances pointues et des lance-flammes, ce qui apparaît un peu comme primitif. Seul Max possède un fusil à pompe qui fonctionne à moitié, et Humungus, le chef du gang, a un pistolet avec 5 munitions. On peut imaginer qu'il est privilégié grâce à son statut de leader. Toujours dans la continuité du premier film, toute forme de végétation a quasiment disparu. De même, les routes semblent de plus en plus compliquées à identifier. Ça peut s'expliquer par le fait qu'ils reculent dans le désert, mais au niveau de la saga, ça signifie aussi un recul de la société. Les seules voitures de police du film sont des objets volés, et même la voiture de Max semble être un objet collector, une relique du passé. Les costumes aussi ont beaucoup évolué, passant du cuir au SM, de masque loufoque à masque de hockey. Toute cette esthétique, qui était principalement le fruit du hasard dans le premier film, évolue de manière logique avec le deuxième. Avec Mad Max, George Miller et Byron Kennedy ont énormément gagné en expérience, et grâce au succès du film, ils ont pu acquérir un budget pratiquement 6 fois supérieur. Et ça se voit, des explosions colossales, énormément de véhicules et de figurants, plein de cascades et une course-poursuite de 11 minutes. Ils se sont même permis d'inclure un gyrocoptère absolument pas homologué qui leur permettait de faire des plans aériens. Du grand spectacle. La vraie continuité entre les deux films se fait au niveau des scénarios. Ce n'est absolument pas la même histoire, mais elle se raconte de la même manière, par l'action. C'est toujours compliqué de résumer le film car l'histoire se déroule uniquement à l'écran et pas par les dialogues. On est plus proche d'un film de Buster Keaton que de L'Arme Fatale. En cherchant pourquoi le premier film avait marché, Miller est tombé sur le héros mi-visage de Joseph Campbell. Sans le faire exprès, il a créé un personnage universel. Un solitaire silencieux, ténébreux. Alors, on n'a pas trouvé le nombre exact de répliques de Max dans ce film, mais il y en a peu. Max est un samouraï, un cow-boy, un viking, avec une bagnole. John Rambo, John McClane et John Wick sont des Max Rokitansky dans un autre lieu et dans une autre époque. Ces deux premiers films ont créé une base solide pour construire une grande saga. La production d'un troisième film devient donc logique. En 1985 sortira donc Mad Max, Beyond Thunderdome, le mal-aimé de la licence. Max, dépourvu de sa voiture, arrive à Bartertown, une ville dirigée par Entity, incarnée par Tina Turner. Today is necessary to kill a man. What do you say? Entity veut la mort de Master Bomb, qui convoite le pouvoir. Max va alors le défier dans le Dôme du Tonnerre, une arène de combat avec une seule règle, 2 hommes entrent, un homme sort.
Now when men get to fighting, it happens here. And it finishes here. 2 men enter, 1 man leaves. Max arrive à vaincre Bomb mais le prend en pitié et refuse de le tuer et donc d'honorer le deal. Il se retrouve banni dans le désert où il est recueilli par une communauté d'enfants qui voit en lui un Captain Walker, une légende qui peut les sauver en les conduisant vers Tomorrowland, une sorte de terre promise. Malgré son refus catégorique, certains décident de s'aventurer dans le désert. Max part à leur secours et le petit groupe arrive à Bartertown où ils vont faire s'évader un groupe d'esclaves tout en sabotant les usines. Ils fuient à bord d'un train poursuivi par Entity et son clan. So what's the plan? Par chance, ils tombent sur Jedediah, un pilote d'avion qui va les emmener loin d'ici en laissant Max derrière eux, à nouveau livré à son sort. Ce troisième film Mad Max vient complètement rompre le ton des 2 premiers films. Là où ils étaient très durs et terre à terre, celui-ci opte pour un ton plus léger et enfantin. Un reproche que beaucoup lui font, c'est de s'être lissé, d'avoir changé le personnage, d'avoir fait un film qui n'est pas Mad Max. Dans ce film, on a affaire à un monde en reconstruction. Ça évoque un peu un après-guerre où tout est à refaire. Le personnage de Tina Turner incarne bien ça. On a l'impression de voir une personne qui avant l'apocalypse n'était personne et qui a saisi l'opportunité de devenir importante et de bâtir son empire au milieu du chaos. Ce n'est plus la loi du plus fort, mais celle du plus malin. Toujours dans l'évolution du monde, les routes bétonnées ont complètement disparu. Tout n'est plus que du sable, on peut même voir Sydney complètement ensevelie à la fin du film. On recule peu à peu vers l'intérieur des terres. C'est donc dans la droite lignée de Mad Max 2. On peut voir des animaux enfermés, une forme d'élevage, d'agriculture. On est vraiment dans cette idée de rebâtir le monde. À Bartertown, il y a également un bar, des jeux, une arène et une grande population. C'est fini l'époque où Miller et Kennedy n'avaient pas les moyens d'embaucher des figurants. L'idée d'incorporer le Dôme du Tonnerre rappelle aussi cette idée assez romanesque de divertir la population avec des affrontements à mort qui servaient aussi de tribunal pour régler ses comptes. La justice fait d'ailleurs son grand retour avec la roue qui condamne Max à l'exil. Il y a aussi une économie officielle qui se remet en place avec du troc basé sur une volonté de bénéfice. On peut échanger des biens et des services contre de la nourriture, de l'eau ou du carburant. On remarque aussi que le manque de munitions est toujours présent, sauf pour Max qui a dû vivre de sacrées aventures pour s'être constitué un tel arsenal. Le personnage de Max a également beaucoup changé. Entre les 2 premiers films, il a laissé pousser sa barbe et maintenant ses cheveux. Il a abandonné sa combinaison en cuir pour une toge, probablement plus adaptée à la vie dans le désert. On ne sait toujours pas combien de temps sépare les films, mais il apparaît bien plus apaisé et en paix. Là où dans le premier film il était motivé par une vengeance, dans le deuxième par une volonté de vivre, ici il veut juste être en paix. Il apparaît aux yeux des enfants comme un prophète, un Jésus qui a traversé le désert pour venir les sauver, le seul qui ait connu le monde d'avant. La plus grosse différence avec les 2 premiers films est probablement le manque de scènes d'action. Le film est beaucoup plus bavard que les 2 précédents. Les 2 seuls moments d'action sont le combat dans le Dôme du Tonnerre et la course-poursuite finale. Sur ce point, j'admets que la qualité a largement baissé par rapport aux 2 premiers films. Le combat est assez original car très aérien, mais Max parvient à battre Bomb avec son sifflet ramassé au début du film et ça sort un peu de nulle part. Et la course-poursuite à la fin est bien moins lisible que dans Mad Max 2 et les enjeux ne sont pas très clairs. On ne sait pas ce qui se passe s'ils se font attraper par Entity parce qu'elle ne court pas après une ressource, elle veut juste attraper ceux qui ont saboté l'usine et quand elle finit par attraper Max, elle fait rien. Après ça, la licence va être en pause pendant 30 ans. Après le décès de Byron Kennedy, George Miller va continuer d'expérimenter les nouvelles techniques que procure le numérique, avec notamment Babe et Happy Feet. Ce nouveau monde qui s'ouvre à lui va lui permettre de tenter des choses qu'il ne pouvait pas imaginer avant, et de réaliser un nouveau Mad Max, aujourd'hui considéré comme le meilleur de la saga, Fury Road. Oh, what a day! What a lovely day! Max, désormais incarné par Tom Hardy, erre seul dans le désert avec son blouson de cuir et son Interceptor V8 avant d'être capturé par des Warboys, les guerriers fanatiques d'Immortan Joe. I am your Redeemer! It is by my hand you will rise from the ashes of this world! Immortan Joe contrôle la citadelle, une grande source d'eau et de nourriture. Il s'apprête à lancer un convoi à destination de Gastown et du Moulin à Balles, 2 autres territoires importants. Le convoi est dirigé par l'Imperator Furiosa, qui décide de détourner le porte-guerre afin de rejoindre la Terre Verte, avec les 5 épouses d'Immortan Joe. Tous les Warboys accompagnés de leur leader se lancent à leur poursuite, bientôt rejoints par les troupes de Gastown et celles du Moulin à Balles. Max se retrouve traîné malgré lui au milieu de cette course folle et finit par aider Furiosa dans sa quête. How do you know this place even exists?
I was born there. Arrivés à la Terre Verte, ils se rendent compte qu'elle n'existe plus. How long has it been? 7,000 days, plus the ones I don't remember. Ils décident donc de faire demi-tour et de profiter de l'absence d'Immortan Joe pour prendre le contrôle de la citadelle. Mais est-ce que c'est vraiment Mad Max s'il n'y a plus Mel Gibson ? Le film sort en 2015 et à ce moment-là, Mel Gibson approche de la soixantaine. On peut donc comprendre le choix de George Miller de vouloir changer d'acteur pour incarner Max. On ajoute à ça les multiples accusations d'antisémitisme et on comprend que Mel Gibson c'est plus vraiment le bienvenu à Hollywood. Pour autant, George Miller en a beaucoup parlé avec l'acteur qui a tout à fait compris la décision. Il a même approuvé le choix de Tom Hardy, qu'il trouvait même plus fou que lui. On peut alors se demander qu'est-ce qui définit vraiment Max ? Le blouson, la voiture, la folie, un peu de tout en fait. Max c'est une image, un solitaire du désert, comme James Bond qui est un costume 3 pièces avec une Aston Martin. De toute façon, il n'est pas le personnage le plus important du film. Ça, c'est le rôle de Furiosa. C'est son histoire qu'on suit. Max n'est qu'un passager. Tout comme dans le 2, c'était l'histoire des gens qui possédaient leur raffinerie de pétrole, et dans le 3, l'histoire des gens de Bartertown et des enfants. On peut également se demander si c'est une suite ou un remake. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet du film. Max apparaît plus jeune que dans le 3, retrouve son manteau du 2 et la voiture du premier film. Max à ce stade, c'est un personnage de légende qui traverse les âges sous de multiples visages. Ce qui est vraiment important dans un film Mad Max, c'est le monde qui est dépeint et l'action. Et à ce niveau-là, le film s'inscrit parfaitement dans la franchise. Mad Max 1 représentait le chaos, avec la disparition des institutions, les gangs libres de leurs agissements et le danger omniprésent. Mad Max 2, c'était une ruée vers l'or, un repli sur soi où chacun veut protéger ses ressources ou s'accaparer celles des autres. Mad Max 3 représentait une restructuration, la naissance d'une nouvelle civilisation. Enfin, Mad Max Fury Road représente la stabilité. Le monde de Fury Road est toujours marqué par la pauvreté, la détresse des survivants de l'apocalypse, mais avec 3 pôles qui se mettent en place pour contrôler les ressources. La citadelle contrôle l'eau et la nourriture, Gastown, le pétrole, et le moulin à balles, les armes à feu et les munitions. Ces 3 ressources compliquées à obtenir dans les anciens films sont maintenant plus accessibles, à condition d'en avoir les moyens. À la manière du personnage de Tina Turner dans Mad Max 3, on peut voir Immortan Joe, le manche-personne et le meunier, comme des opportunistes d'après-guerre qui ont su tirer avantage de la situation, certains créant même des cultes à leur effigie. Furiosa apparaît également comme une rescapée du monde d'avant. L'interprétation de Charlize Theron est extrêmement juste, on sent qu'elle n'avait pas pour ambition d'être une guerrière à l'origine. Elle apparaît très forte mais très sensible et pleine de compassion envers les épouses et Max. Un autre élément qui définit l'identité d'un film de cette saga, c'est les costumes punk souvent réservés aux antagonistes. Les personnages secondaires ont souvent des costumes plus pratiques, raccords avec le monde dans lequel ils vivent, ou alors des habits complètement délabrés pour les habitants pauvres. Là aussi, il y a une vraie évolution au fil des films. On est passé des punks années 80 à du cuir sadomaso, à un style plus tape à l'œil dans Mad Max 3, et enfin à des costumes qui ne rentrent dans aucune catégorie préétablie. Dans Fury Road, les costumes comme tout le reste des accessoires et des véhicules ont une logique précise. Être entièrement fait à partir de matériaux récupérés dans les années 80. En fait, on sait que l'apocalypse s'est déclaré à peu près à cette période, et on imagine donc que les industries ont cessé de fonctionner et que les habitants ont dû survivre avec ce qu'ils avaient. Mais une fois ce monde reconstruit, cette stabilité retrouvée, on peut à nouveau faire de l'art, faire du beau, comme explique George Miller. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des statues, des véhicules et des costumes faits à partir de matériaux entièrement réemployés. Des têtes de poupées pour faire un collier à Rictus, une fourche pour le masque de Max. Cette idée de réemployer de vieux objets, on le retrouve dès le premier film, avec les motos qui sont largement modifiées, dans Road Warrior avec par exemple le bus qui sert de barricade, ou dans le 3 avec absolument tous les costumes. Mais dans Fury Road, cette idée est présente dans chaque accessoire et décor du film. Et ça, c'est permis grâce à l'énorme budget de 150 millions de dollars. Un peu à la manière des hommes des cavernes, les gens de ce monde créent de l'art sous une forme qui n'existe que dans ce film. Quasiment absente du troisième film, la route fait son grand retour dans ce film. C'est toujours le personnage le plus dangereux et le plus imprévisible. La route n'a pas tant évolué depuis le premier film. Elle s'efface peu à peu sous le sable, mais elle attire toujours autant la convoitise des personnages. Ils veulent la dompter et être les seuls à la pratiquer, comme Knight Rider dans Mad Max. La route est davantage un synonyme de danger et d'incertitude dans Road Warrior. Et enfin dans Fury Road, c'est elle qui scelle le destin des personnages. Tous les événements majeurs de ces 3 films se passent sur la route. Dans le premier, quand Max décide de s'éloigner de la route, c'est une séquence paisible en forêt rapidement interrompue par l'arrivée des motards, et dès lors que Max retourne sur la route, c'est là que le mal frappe. La route se positionne comme étant le véritable antagoniste de la saga. Mais en plus de la route, Fury Road nous montre également une tempête géante, un obstacle naturel terrifiant dans lequel se forment des ouragans et des orages, comme si la route n'était pas déjà assez dangereuse.
Et avec ce plan ultra iconique présent dès la bande-annonce, George Miller a tellement marqué les esprits qu'on retrouvera d'autres plans dans d'autres blockbusters qui essaient d'imiter ce passage. Pourtant, Fury Road ne se limite pas à cette séquence de tempête, c'est juste un moment incroyable parmi tant d'autres. La force de ce film, c'est le fait que l'action ne s'arrête presque jamais. Toute la mise en scène de Miller est pensée autour des scènes d'action. Pourquoi s'embêter à écrire des dialogues quand on peut le montrer en image avec des plans de caméra ou des costumes? Le moulin à balles est absent du film, il n'est que mentionné, mais son dirigeant est présent et porte un costume fait de munitions. La tempête est un danger énorme, mais on ne va pas la mentionner, on va plutôt faire un lent dézoom pour montrer son immensité. Les revirements des personnages, leurs réussites et leurs échecs sont montrés avec une scène d'action, elle-même au milieu d'une scène d'action. Contrairement aux autres films qui laissaient beaucoup de temps entre les différentes scènes d'action, celui-ci ne laisse le temps au spectateur de se reposer que quand c'est nécessaire. Le rythme est irréprochable. Fury Road marque également le retour du plan signature de la saga, le plan large proche du sol pour appuyer la vitesse des véhicules. Une technique utilisée dès le premier film, avec cette fois-ci plus de sécurité. Fury Road est un pur film de la saga Mad Max, un film qui a pris son temps, un film qui a été fait au bon moment, avec les bonnes techniques. Finalement, le casting du personnage principal importe peu. Mel Gibson et Tom Hardy ont interprété un personnage perdu dans un univers vaste. Mais quand on parle des films, on parle paradoxalement peu de celui qui donne son nom à la saga. On parle de l'univers, des personnages secondaires, des véhicules, des décors, des costumes. Max est un pantin qui nous permet de voir l'évolution de ce monde qui est bien plus intéressant que lui. Il n'est pas là pour porter main forte aux gens par bonté de cœur, mais pour sa propre survie. Il n'intervient pas directement dans le déroulement de l'histoire avec un grand H. On nous parle de Max comme un héros solitaire, mais on ne le voit jamais vraiment seul. J'aime bien me dire que Mad Max est un mythe, un assemblage de récits de personnes qui l'ont croisé au fil du temps, comme on nous le montre dans Road Warrior. Une légende du désert sans réel visage. On a tous les deux découvert Mad Max avec Fury Road, et plus tard on a pu voir les autres films qui nous ont un peu donné une sensation étrange. L'impression de voir un brouillon ou une ébauche, une note d'intention de quelqu'un qui aurait eu envie de faire Fury Road. En particulier avec le deuxième film, c'est celui qui se rapproche le plus en termes de thématique de Fury Road. Les dialogues du film en fait, ils donnent un peu l'impression d'être une contrainte budgétaire pour atteindre la durée d'un long métrage, et tout ça parce qu'ils ne peuvent pas tout raconter avec de l'action. De toute la trilogie avec Mel Gibson, le premier film est probablement mon préféré, le plus honnête. Peut-être parce que je m'identifie à cette volonté acharnée de vouloir faire des films avec ce qu'on a, et de se dire que le résultat ressemble à un vrai film. Fury Road, c'est pour moi l'aboutissement de cette flamme qu'avait Miller dans les années 70. Tous ces films apparaissent comme des expérimentations pour arriver à ce résultat, aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs films de sa décennie. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Dans le prochain, on continuera de parler de Mad Max avec le dernier film en date, Furiosa. Et en attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver tous les films Mad Max sur Max. Et Fury Road est également disponible sur Prime Video. Et bien évidemment, tous les films sont aussi disponibles en Blu-ray et en DVD. Ciao, bye. Salut. Tu sais que je suis en train de me les faire en plus les armes fatales. J'ai vu, ouais, sur Max, là, j'ai vu le premier. Diplomatic immunity. Just been revoked. Je suis trop vieux pour ces conneries.